on va pouvoir commencer. À l'occasion du 80e anniversaire de la publication du programme du Conseil national de la résistance, nous avons plaisir de co-organiser avec différentes organisations, à savoir le Pôle de Renaissance communiste en France, le PARDEM, la Dynamique populaire constituante et le Rassemblement du peuple, le RPS, FIER, un rassemblement qui va constituer l'introduction d'une campagne commune pour le boycott du scrutin européen qui vient en juin prochain. À cette occasion, donc nous allons pouvoir nous exprimer et je vais donc pouvoir passer la parole aux diverses organisations, c'est-à-dire le PRCF, donc le PARDEM, la Dynamique populaire constituante et les organisations invitées que sont les Gilets jaunes du coin et le Mouvement de la paix. Je vais laisser introduire donc du coup le pôle de Renaissance communiste en France. Voilà, je te cède la parole, camarade. Citoyennes, citoyens, chers amis, chers camarades, 80 ans après la publication clandestine du programme du Conseil national de la résistance, intitulé « Les jours heureux », jamais ce dernier n'aura été autant d'actualité qu'en cette année 2024, qui peut constituer un moment charnière pour l'avenir de notre pays et des travailleurs qui le font vivre. À l'image du président du pôle de Renaissance communiste en France, notre camarade Léon Landini, dernier combattant FTP-MOI encore en vie et médaillé de la résistance par l'Union soviétique, les concepteurs du programme du CNR ont, sous l'impulsion centrale des communistes, combattu pour une France forte, libre, indépendante, démocratique et souveraine, qui contribuerait de manière majeure à la paix mondiale et à la coopération internationale. Or, à quelques mois du scrutin européiste, tout ce que proposait le programme du CNR et tous les sacrifices pris du sang de la part des résistants sont en passe d'être balayés par l'axe UE-OTAN. Une France forte, les services publics, EDF-GDF, SNCF, Éducation nationale, hôpitaux, etc. sont démantelés. Les conquêtes sociales sont détruites, à l'image des retraites par répartition, et la République une et indivisible est en passe d'éclater face à l'autonomisme promu par le pacte girondin de Macron et exigé par les indépendantistes, comme en Corse. Une France libre, notre pays est prisonnier d'un césarisme monstrueux que dénonçait déjà Jean Jaurès en 1898, celui des traités européistes imposant l'austérité et la rigueur à perpétuité aux travailleurs de toute l'Europe. Encore récemment, Pierre Moscovici a appelé à une grande saignée des travailleurs de France. Une France indépendante, la Macronie, avec l'appui des LR et la fausse gauche, et avec la complicité de l'extrême droite, s'apprête à faire approuver le sceau fédéral européen, celui qui rendra la France définitivement dépendante de la Troïka, Commission européenne, Banque centrale européenne et FMI, ainsi que de l'OTAN. Une France démocratique, les libertés publiques sont détruites et favorisent l'explosion de l'extrême droite, le rassemblement Le Péniste s'apprêtant à rafler la mise le 9 juin prochain. Un scrutin d'autant plus inutile que le non du 29 mai 2005 contre la prétendue Constitution européenne a été allègrement violé par l'oligarchie euro-atlantique au pouvoir depuis 40 ans et que le 49-3 et la répression policière sont devenus la norme pour détruire le modèle social français. Une France souveraine, la monnaie, le budget, les lois, la diplomatie, l'armée à travers l'Europe de la défense, la langue avec la domination hégémonique du tout anglais. Alors que, selon la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. La France disparaît au profit de l'État fédéral européen, cher à Olaf Scholz et Emmanuel Macron. Cette dynamique funeste se déroule de surcroît dans un contexte de fascisation accélérée en Europe et de menaces de plus en plus possibles de troisième guerre mondiale, à laquelle pousse l'axe UE-OTAN contre la Russie et la Chine populaire. Ainsi, Macron fait-il passer la France en économie de guerre, appelle à coproduire des armements en Ukraine et ne fixe aucune ligne rouge jusqu'à la victoire totale du régime pro-nazi de Kiev. Dans le même temps, il réaffirme son soutien au massacre génocidaire Netanyahou. Ainsi se confirme la sinistre prédiction de Lénine qui, dès 1915, affirmait que les États-Unis d'Europe sont en régime capitaliste, soit utopiques, soit réactionnaires. Réactionnaires, antipopulaires, antipatriotiques et anticommunistes, telle est l'Union européenne que les partis établis de droite et dits de gauche veulent adouber le 9 juin prochain. Immense tromperie pour les travailleurs, car le véritable enjeu du scrutin du 9 juin prochain, qui ne sera pas le premier tour de l'élection présidentielle 2027, comme l'a affirmé il y a quelques jours Jean-Luc Mélenchon, sera de cautionner ou non la dislocation définitive de la France au sein de l'ordre euro-atlantique. C'est pourquoi
Le pôle de Renaissance communiste en France, fidèle héritier du grand parti communiste de Torres, Duclos, Frachon et Croizat, appelle au boycott massif du marché de dupes du 9 juin prochain et surtout au plus vaste rassemblement de tous les travailleurs et de toutes les forces franchement communistes, insoumises, patriotiques, républicaines et progressistes pour défendre le camp de la paix et de la vie contre le camp de la guerre et de la mort porté par Macron et ses satellites et l'axe UE-OTAN. Citoyennes, citoyens, amis et camarades, retrouvons-nous dans les semaines à venir pour combattre la marche et la guerre et ses puissantes institutions, l'Union européenne et l'OTAN en tête. Ce n'est qu'à ce prix que des nouveaux jours heureux que le PRCF porte depuis sa fondation il y a 20 ans seront réellement possibles. Merci camarades. Nous allons maintenant céder la parole à nos camarades et amis du PARDEM. Merci. Bonjour, citoyens, citoyennes, camarades, amis. Nous sommes aujourd'hui réunis pour deux choses, liées. Pour rendre hommage au Conseil national de la résistance et à son programme des jours heureux. Ils ont marqué notre vie, ils ont forgé nos convictions, ils ont éclairé nos combats. En conserver la mémoire, ce n'est pas être tourné vers le passé, c'est prendre des forces pour nourrir notre volonté de reconquête de la souveraineté de la France et de ses citoyens. En d'autres mots, la souveraineté nationale et la souveraineté populaire. Celles qui font que la démocratie a un sens pour chacun et pour tous. Ces souverainetés qui ont été arrachées par des luttes menées par ceux qui nous ont précédés sont désormais en péril. En effet, depuis plusieurs décennies, nous vivons sous le joug d'une institution supranationale qui rogne pas à pas notre liberté première, celle de décider de la société dans laquelle nous voulons vivre. Nous subissons les assauts sans trêve d'un néolibéralisme débridé dont l'Union européenne est l'agent le plus toxique, le plus contagieux, qui empoisonne nos existences et les nations des 27 pays devenus de force membres de l'Union européenne. Les peuples sont soumis aux décisions de cette Union européenne et toutes sont au service des multinationales et de la finance, du libre-échange et du capital mondialisé. Et comme si de rien n'était, tous les 5 ans, on nous appelle, vous, moi, tous, à voter pour élire des eurodéputés. Comme si nous vivions en démocratie et comme si le Parlement européen en était le lieu et l'âme. Mais pourquoi faire? À qui ça sert? Que peut-on en attendre? La paix, la prospérité, la coopération entre les peuples, la fraternité, l'égalité, la liberté, le débat démocratique, la protection de l'environnement? Non, bien au contraire, si l'on regarde en face les actes et les conséquences produits par l'Union européenne, Parlement entre guillemets européen inclus, le premier constat est celui d'un chaos généralisé, d'une volonté guerrière, d'une destruction méthodique des acquis du programme du Conseil national de la résistance. L'Union européenne démontre au quotidien que son fonds de commerce est d'organiser le chaos, et cela depuis sa création par les pseudo-pères de l'Europe, dont nous avons la preuve qu'ils étaient des agents directs des États-Unis. Ce n'est pas du complotisme, ces faits sont avérés, documentés par les archives officielles. L'Union européenne crée le chaos, le vol en bande organisé de toutes les souverainetés, des citoyens littéralement englués dans un système opaque, pervers et antidémocratique. Le Parlement européen pour lequel on nous appelle à voter est un leurre, un hochet, servant à masquer les pleins pouvoirs tenus par la néolibérale technocratie. Car en réalité, les eurodéputés sont des marionnettes ne disposant d'aucune vie propre. Il suffit de lire le traité de fonctionnement de l'Union européenne, le fameux TFUE, pour s'en convaincre, pour le comprendre. De fait, ils sont complices d'un système profondément néfaste au peuple et aux nations, en toute matière, dans tous les domaines. Les eurodéputés ne disposent
d'aucun pouvoir pour s'opposer à la Commission européenne et au Conseil européen, qui sont les véritables détenteurs à la fois du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Car en réalité, qui décide de quoi? Qui signe des accords de commerce internationaux? Qui publie les recommandations, injonctions pour chaque pays? Qui décide pour les agriculteurs, pour les salariés, pour l'industrie, pour les budgets nationaux, pour la santé, la retraite, pour toutes les politiques à mener? C'est la Commission européenne, le Conseil européen. Et qui joue les figurants, grassement payés? Les eurodéputés, qui sont de véritables collabos d'un système qui écrase, qui paupérise, qui organise le chaos des nations et brise les peuples. Et on nous demande encore de voter pour que le simulacre de démocratie continue. Et on nous demande de voter pour que le projet de fédération européenne voit le jour. Alors il n'en est pas question. Comme en 2005, nous dirons non. Nous le proclamons haut et fort. Le Parlement fantoche européen ne passera pas par nous. Le 9 juin, ensemble, la dynamique populaire constituante, le PRCF, les JRCF, le ARPS Fier, le PARDEM appellent à une abstention massive de tous les Français en colère. Nous vous appelons donc à rejoindre notre campagne de boycott au nom de la citoyenneté, de la souveraineté populaire et nationale. Une abstention massive est seule capable de faire entendre notre voix. Car ne l'oublions jamais, la seule inquiétude de l'Union européenne pour ces élections est le taux de participation. Soit la participation sera élevée et témoignera du soutien des citoyens à la mascarade, soit l'abstention sera forte. Elle sera ainsi un message de refus des citoyens à entrer dans la danse macabre de l'Union européenne. Le 9 juin, nous déclarons la grève du vote à l'élection d'un Parlement illégitime. Merci. Alors, nous allons maintenant céder la parole à nos amis de la Dynamique populaire constituante. C'est bon? Ok. Mesdames et messieurs, chers amis et camarades, nous célébrons aujourd'hui le 80e anniversaire du programme du Conseil national de la résistance et nous le faisons dans un lieu symbolique à 2 pas de l'endroit où s'est tenue la première réunion du CNR, place Jean Jaurès à Paris. Ce programme était celui d'une république démocratique et sociale. Il a été mis en œuvre en France entre 1944 et 1948 parce qu'un gouvernement issu de la résistance, allant de la droite modérée jusqu'aux communistes, a mis en œuvre ce programme. De tels gouvernements ont également vu le jour dans la plupart des pays de l'Europe de l'Ouest. Augmentation des salaires, création des comités d'entreprise, droit de vote des femmes, nationalisation, planification, création de la sécurité sociale. Voilà quelques éléments du programme du Conseil national de la résistance qui résiste encore, c'est le cas de le dire, aujourd'hui, malgré les attaques qui viennent de toutes parts. À cette époque, les classes dominantes ont eu très peur parce que le rapport de force entre le capital et le travail était en leur défaveur à ces classes dominantes. Les profits baissaient. Il y avait une diminution de leur capacité de domination sur les sociétés. C'est pourquoi, depuis 1948, une guerre froide, plus ou moins froide, a été engagée à l'initiative des États-Unis. Les classes dominantes voulaient à tout prix, et veulent toujours à tout prix, que ne se renouvellent pas de telles expériences. Aujourd'hui, ce 80e anniversaire se tient dans un contexte national et international marqué par 3 événements. D'abord, les élections européennes avec des guillemets aux élections. Deuxièmement, le projet d'un sceau fédéral européen, comme les oligarques européens l'appellent. Et troisièmement, la guerre de l'OTAN contre la Russie. Tous ces éléments sont liés, même si certains ne voient pas les liens entre eux. Car ils font partie de la stratégie
des classes dominantes pour assurer leur survie. Commençons d'abord par le système de l'Union européenne qui a été impulsé par les États-Unis pour créer un vassal en Europe qui empêchera tout renouvellement de l'expérience connue à la Libération. C'est pourquoi les traités européens néolibéraux ont privé les pays membres de ce système des principaux instruments de leur souveraineté. La monnaie, avec la mise en place du sadomonétarisme qui est l'euro, le budget, le commerce international et interne, la liberté totale donnée à la finance et au marché, etc. Par conséquent, le seul véritable enjeu de ces fausses élections pour élire un faux Parlement, c'est l'abstention. Une abstention active, militante, citoyenne, accompagnée d'une campagne de boycott. Deuxième événement, c'est la nécessité de cette campagne de l'abstention boycott qui est renforcée par le projet de sceau fédéral européen inventé par la classe dominante pour resserrer les boulons. Il faut en effet faire face aux mouvements dits populistes, aux mouvements sociaux des agriculteurs, des gilets jaunes, de défense des retraites et des services publics, etc. Les oligarques européens veulent ainsi, entre autres, remplacer le vote à l'unanimité dans les instances européennes, qui demeure encore dans certains domaines, par un vote généralisé à la majorité simple. Après la libre circulation du capital, du travail, des marchandises, les maîtres de Bruxelles et de Francfort veulent la libre circulation des armées de l'OTAN. Ils veulent également la mise en place d'une gendarmerie européenne qui pourra se déplacer instantanément pour réprimer les mouvements sociaux. Par conséquent, abstention, boycott de ce système. Il faut en sortir et non pas y entrer, même si c'est via le faux Parlement européen. Troisième événement qui marque ce 80e anniversaire, c'est le délire médiatique, l'hystérie collective qui frappe la bonne société. Ils ont peur de la Russie aujourd'hui, comme ils ont peur des rouges d'hier au couteau entre les dents. Macron est devenu le roquet en chef qui vient mordiller les bas de pantalon de Poutine. C'est absurde. La Russie ne menace pas les Européens, les pays européens, ni la France, sauf évidemment si elle doit se défendre. Les maîtres du système de l'Union européenne, délibérément, ont inventé de toutes pièces une menace russe qui n'existe pas. Ils veulent faire peur aux populations, créer de l'angoisse afin de profiter du désarroi pour faire avaler ce projet de sceau fédéral européen à connotation antidémocratique et guerrière. Le système de l'Union européenne, ce n'est pas la paix, c'est la guerre. Le système de l'Union européenne ne veut pas le progrès, c'est l'austérité permanente. Alors, abstention, boycott pour les prétendues élections européennes, précisément au moment où nous fêtons ce 80e anniversaire. L'Union européenne vise pour l'essentiel à détruire les acquis de ce programme. Merci. Nous cédons maintenant la parole aux gilets jaunes du coin. Voilà. Oui, bonjour à tous. On vous remercie de nous laisser la parole. Voilà, on est donc un groupe local présent depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, au tout début. Ça fait quand même un bail qu'on est dans la rue et on continue à l'être tous les samedis. Là, nous intervenons, nous avons décidé de faire une lettre, nous avons diffusé une lettre ouverte à tous les partis qui se prétendent ou qui avancent la paix à l'heure actuelle dans la situation où on est,
qui est une situation extrêmement grave. Hein. C'est même impensable. Moi, personnellement, je n'aurais jamais cru qu'on arrive à une situation pareille. Hein. Et bon, là, si on prend le dernier vote qui est intervenu à l'Assemblée nationale, on voit bien l'Assemblée nationale, par une écrasante majorité, a approuvé l'ingérence de la France dans le conflit ukrainien, de la même manière que la France intervient aux côtés d'Israël. Et devant, là actuellement, donc, on se retrouve avec un président, Macron, qui est réellement, après le vote à l'Assemblée nationale, qui est réellement en roue libre. Donc, devant la gravité de la situation, nous avons décidé de nous adresser à tous les partis, toutes les associations. Je donnerai ensuite les partis et les associations auxquelles nous sommes adressés pour le moment. Nous en avons oublié quelques-unes, notamment le Pardem. Mais nous avons surtout essayé de faire en sorte qu'il puisse y avoir un point commun entre tous les partis auxquels nous nous adressons à l'heure actuelle, en écartant tout ce qui permet, tout ce qui risque de diviser pour un front uni, un réel front uni pour la paix. Donc je vais vous lire dans le texte qu'on a fait, qui est celui d'ailleurs de la pétition que nous faisons circuler, puisque nous considérons que d'envoyer une lettre aux directions des partis, ça ne suffira pas si elle n'est pas appuyée réellement par les citoyens, parce qu'il s'agit de faire pression sur eux, de dépasser les divisions partisanes. Le front uni auquel nous aspirons, ce n'est pas un front uni dans lequel tous les partis qu'on espère être, qui vont nous rejoindre, on leur demande d'oublier leur ligne politique. Bien sûr que dans les comités qui seront liés à ce front uni, chacun pourra défendre ses idées, ses arguments, mais l'essentiel c'est de se retrouver tous ensemble pour permettre à tous les citoyens de se retrouver, de se regrouper dans une structure qui manque à l'heure actuelle dans ce pays face à la situation. Donc là je lis le texte de la pétition. Appel à toutes et à tous, aux associations et organisations politiques, pour la tenue d'une conférence unitaire contre l'engagement de la France dans les guerres, tant en Ukraine qu'aux côtés d'Israël, pour la constitution d'un front uni pour la paix. Aujourd'hui, manque cruellement dans notre pays un mouvement structuré pour la paix qui permettrait à tous les citoyens de se regrouper le plus largement possible autour de revendications claires et mobilisatrices. Nous pensons nécessaire d'écarter tout ce qui contribuerait à nous diviser pour nous concentrer sur l'urgence du moment. Il nous semble que 3 points répondent à la situation et sont de nature à rassembler le plus de monde possible. Plus un euro, plus une arme, plus un soldat dans les guerres, sortie immédiate de l'OTAN, réorientation de la diplomatie française pour l'ouverture de négociations et le cessez-le-feu. Appel transmis aux organisations suivantes: PCF, LFI, PRCF, Mouvement de la paix, POI, POID, Lutte ouvrière. À l'heure actuelle, les seules organisations qui ont répondu, comme quoi répondu, je veux dire, qui ont donné confirmation qu'ils ont reçu l'appel. À l'heure actuelle, donc, il y a LFI qui a accusé réception de notre appel, le PRCF qui a répondu, a donné une première réponse que nous avons d'ailleurs transmise dans notre groupe. Par contre, tous les autres, en ce qui concerne le mouvement de la paix, le POI, le POID, LO, nous n'avons reçu aucune réponse jusqu'à l'heure actuelle alors qu'ils ont été contactés. Voilà la situation où on en est à l'heure actuelle.
Alors, écoute, camarade, puisque tu parles du mouvement de la paix, du coup, il participe. En tout cas, il a été invité à cette manifestation. Et il nous a transmis une déclaration que nous allons lire en son nom. Donc, camarade, je t'en prie. Merci. Hop là. Chers amis, chers camarades, je vous envoie ce message de solidarité avec le volet pacifiste de votre démarche en qualité de secrétaire du Conseil francilien du mouvement de la paix. Je ne peux malheureusement pas être présent avec vous physiquement du fait d'engagements familiaux. Plutôt que de répéter par rapport à des interventions faites précédemment ou d'autres qui diraient plus ou moins la même chose que moi, je vais évoquer la population de la bande de Gaza, martyrisée depuis maintenant 5 mois, et la nécessité de notre solidarité et de notre action pacifiste en sa faveur. Depuis 75 ans maintenant, le peuple palestinien est privé de son droit à l'autodétermination. La majorité des Palestiniens vit depuis 75 ans en exil, après avoir été forcés à fuir les exactions, voire des massacres qui ont accompagné la création de l'État d'Israël. Des décennies marquées par l'expulsion et la spoliation de centaines de milliers de Palestiniens, devenus des millions depuis, et ponctuées de nombreux massacres dont les plus tristement célèbres sont ceux de Deir Hassin en 1948 et de Sabra et Shatila en 1982. Faisant du peuple palestinien un peuple dont la majorité vit en exil, un peuple de réfugiés. La guerre d'indépendance des uns, les Israéliens, fut alors la Nakba, la catastrophe pour les autres, les Palestiniens. Ce crime fondateur de l'État d'Israël n'a depuis jamais été reconnu et encore moins donné lieu à une forme de réparation. Le processus de paix d'Oslo aurait pu ouvrir à une telle évolution, mais l'assassinat d'Yitzhak Rabin brisa net cette dynamique et la mort suspecte de Yasser Arafat quelques années plus tard l'a probablement enterré. Concernant Gaza plus spécifiquement, on estime que les 3/4 de la population de la bande de Gaza est formée de réfugiés et de leurs descendants. Des familles originaires des territoires situés aujourd'hui au sud d'Israël où se sont déroulés les événements du 7 octobre. Pour quelques milliers de Palestiniens de Gaza, le 7 octobre a représenté la possibilité d'exercer pendant quelques heures le droit au retour qui est censé leur garantir le droit international, de revoir la terre de leurs ancêtres dont ils ont été expulsés et spoliés, voire de se venger pour une fraction d'entre eux, faute d'autres perspectives plus positives. Après plus d'une vingtaine d'années de siège, de blocus, d'encerclement, d'enfermement dans une prison à ciel ouvert dont ils étaient arrivés à s'évader quelques heures, partout ailleurs ou presque, la chute d'un tel mur de séparation aurait été saluée positivement par nos élites politico-médiatiques et les exactions l'accompagnant mises sur le compte de la Katsaris ou des inévitables violences et vengeances accompagnant de tels moments dans l'histoire. Pas ici. Pourquoi ce 2 poids, 2 mesures? Rien à voir ici, quoi qu'en dise le narratif propagandiste israélien, fallacieux et confucionniste, avec les pogroms européens, à savoir le ciblage d'une population opprimée et sans défense servant de bouc émissaire. L'oppresseur est ici israélien et il est de loin d'être sans défense. Et si pogrom il y a, ce sont les Palestiniens qui en sont victimes. En Cisjordanie depuis des années par exemple, avec une accélération depuis 1 an. Ou encore, en remontant plus loin dans le temps, les massacres de Deir Hassin ou de Sabra et Shalita. Rien à voir avec non plus avec un supposé antisémitisme. Les victimes civiles israéliennes de cette attaque n'ont pas été ciblées en tant que juifs, mais en tant qu'israéliens. Ce qui est fondamentalement différent, surtout au regard de l'oppression systémique, voire systématique, dont les Palestiniens sont victimes de la part d'Israël. Évidemment, les assassinats ou enlèvements de civils sont regrettables et constituent des crimes de guerre. Mais il ne saurait justifier pour autant l'écrasement sous les bombes de plus de 2 millions de personnes intervenues depuis. Ceci d'autant plus que force est de constater que l'essentiel des récits les plus épouvantables déversés dans les médias et les réseaux sociaux suite au 7 octobre sont par la suite révélés faux. Ni bébés mis dans le four ou enfants décapités, ni viol de masse et ou mutilation systémique donc. Ces éléments du narratif israélien ont été relayés avec une complaisance coupable et sans la moindre recul critique par nos médias et certains politiques. Ils marquent encore une partie de l'opinion publique française, quand bien même leur caractère fallacieux est attesté. Pourtant, ils apparaissent aujourd'hui pour ceux qu'ils sont
relevant de la propagande de guerre destinée à justifier une invasion israélienne de la bande de Gaza, au bilan autrement plus effroyable, montrant 2 crans dans l'horreur. Plus de 30 000 morts essentiels des civils, dont 70% des femmes et d'enfants. Probablement plus de 40 000, même si on compte la dizaine de milliers de disparus et les morts indirectes liées aux conditions de vie effroyables de la population du fait de cette guerre dont ils sont victimes. Plus de 70 000 blessés, souvent marqués à vie et qui garderont un handicap irrémédiable pour beaucoup. Près de 2 millions de déplacés en plein hiver, plus de 80% d'habitations détruites, dans des conditions sanitaires atroces entre pénurie, privation et maladie, voire famine et épidémie. En l'espace de 5 mois, il serait mort plus d'enfants à Gaza qu'au cours des 5 dernières années dans l'ensemble des conflits armés partout dans le monde. Pour ces actes, Israël est aujourd'hui accusé non plus seulement de crimes de guerre caractérisés, mais de génocide devant la Cour internationale de justice. Il est plus que temps aujourd'hui que cesse ce massacre. D'autant plus que si génocide il y a, c'est aussi que des complicités existent. D'abord celle des USA évidemment, mais faut-il s'en étonner de la part d'un pays qui est lui-même né en perpétrant un génocide contre les Amérindiens. Celle du Royaume-Uni et de l'Allemagne aussi, 2 pays dont la responsabilité directe ou indirecte est lourdement engagée dans le drame palestinien. Ou encore notre pays, la France. Tous, à un degré divers, ont validé le narratif fallacieux selon lequel le Palestinien serait une terre sans peuple, selon laquelle la Palestine serait une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Or, la Palestine avait bien un peuple et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes lui a été dénié. C'est ceci qui est à l'origine du drame palestinien. C'est aussi ceci qui fait que depuis des décennies, Israël, en dehors d'une courte parenthèse dans les années 1990, refuse avec entêtement la création d'un État palestinien. Et pire encore, nie jusqu'à l'existence même d'un peuple palestinien. Et c'est de ce déni de réalité génocidaire à l'encontre du peuple palestinien, une façon de faire disparaître cette distorsion entre le narratif sioniste et le réel en effaçant le peuple palestinien du territoire, la Palestine. Soit par la déportation massive hors de son territoire historique, comme ça a été déjà fait en 1947-48, soit par l'extermination pure et simple. C'est sous ce prisme qu'il convient de voir les événements en cours à Gaza, ainsi que les accusations de génocide contre Israël qui en découlent. Il convient d'exprimer avec d'autant plus de force aujourd'hui notre solidarité avec le peuple palestinien martyrisé pour la réalisation de ses aspirations légitimes à l'autodétermination, à la paix et à la sécurité, à résister à l'oppression et se battre pour faire respecter ses droits inaliénables, dont le droit au retour des réfugiés. Il convient à cet effet d'appeler de manière immédiate à l'arrêt des livraisons d'armes à Israël, à un cessez-le-feu et à l'ouverture de négociations pour une paix juste et durable, conforme au droit international, en particulier à la Charte des Nations Unies et à ses principes, dont surtout le droit du peuple à disposer d'eux-mêmes, droit auquel le peuple palestinien a autant de droits qu'un autre. Merci camarades. Bien, nous allons conclure ce rassemblement. Merci pour toutes ces excellentes interventions qui nous remplissent donc d'enthousiasme et d'ardeur pour aller convaincre tous en commun nos concitoyens d'opposer à cette construction européenne belliciste et guerrière un non franc sous la forme d'un boycott massif au scrutin qu'on nous propose. Merci à tous.